Face aux nombreuses difficultés d'accès aux médicaments en Afrique, les États sont souvent interpellés pour intervenir en prenant en charge les frais d'accès ou en contrôlant les prix des médicaments. Malheureusement, ces ingérences dans le fonctionnement du marché des médicaments se traduisent toujours par des effets pervers. Car le véritable problème, c'est le déficit de l'offre qui fait renchérir les prix et rend l'accès aux médicaments compliqué pour la majorité des usagers. L'Afrique face au défi de l'accès aux médicaments, nous en parlons sur ce plateau avec le docteur pharmacien béninois Zimé Rachad Nakou. Vous êtes spécialiste de la santé internationale. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ok, merci beaucoup Monsieur Gaëtan. Merci pour votre invitation. Monsieur Nakou, quel regard vous portez de façon générale sur l'accès des populations aux médicaments en Afrique? C'est une grande question, Monsieur Gaëtan, et je tiens à vous dire que en Afrique au sud du Sahara, nous n'arrivons pas à approvisionner nos populations en médicaments. Nos populations n'ont pas accès à des médicaments en quantité, en qualité, et ceci dans l'espace géographique qu'il faut. Voilà. Et quel diagnostic vous faites des raisons pour lesquelles nous sommes face à cette situation? Vous savez, en Afrique au sud du Sahara, 94% des médicaments sont importés. Nous produisons à peine 3% de la production mondiale en médicaments. Alors, au-delà du fait que nous n'avons pas de circuits d'approvisionnement adaptés, notre production locale est très faible. Alors là où nous sommes, notamment nos pays, quand vous importez la quasi-majorité de vos médicaments, c'est que vous êtes dépendant de l'extérieur. Il est important pour nous, d'abord, dans cet état de choses actuellement, d'améliorer nos chaînes d'approvisionnement. Depuis la sélection de nos intrants jusqu'à l'usage du médicament, jusqu'au niveau du consommateur final. Et c'est de réformer nos systèmes d'importation. Il est important qu'on puisse, au niveau national ou au niveau sous-régional, je parle toujours au niveau sous-régional, qu'on puisse réformer, qu'on puisse réglementer, définir un cadre légal clair, qui puisse fonctionner et qui puisse vraiment améliorer l'importation de nos médicaments. De quoi souffre concrètement ce processus d'approvisionnement en médicaments dans nos pays? J'en viens, j'étais au niveau de l'importation. Alors déjà, quand nous importons, il faut que nous puissions bien stocker. Nous devons créer des infrastructures pour stocker nos médicaments dans de meilleures conditions. Ensuite, nous devons faire des chaînes de distribution efficaces pour envoyer le médicament de nos magasins de stockage au niveau de nos formations sanitaires ou de nos second niveaux de stockage. Et à la suite de ça, maintenant, nous devons dispenser nos médicaments. Et là, il faut former du personnel. Donc, vous voyez que tout au long de la chaîne, il faut du personnel, il faut des infrastructures. Il faut construire des routes. Alors, je vais spécifiquement au niveau des formations sanitaires. Il faut que le personnel qui dispense le médicament puisse connaître le médicament, puisse être un professionnel du médicament et dispenser le médicament aux patients au moment où il faut. Vous savez, dans nos pays, parfois, nous avons des ruptures, de longues ruptures de médicaments. Vous allez chercher dans nos pharmacies ou bien au niveau de nos formations sanitaires un intrant. Sur toute l'étendue du territoire, il n'y a qu'une seule boîte ou deux boîtes. Pourquoi cela? C'est parce que nos systèmes d'approvisionnement ne sont plus performants. Et comme je l'ai dit, il faut former aujourd'hui, mettre en place des systèmes, mettre en place un cadre réglementaire qui va fluidifier notre approvisionnement en médicaments, dans le contexte où nous ne produisons pas du tout. Voilà. Ça, c'est l'idéal. Et sur le terrain, comment décrivez-vous la situation? Sur le terrain, nous avons, je peux vous assurer qu'il y a des modèles actuellement qui sont très bien, mais dans le cas, dans la plus grande, c'est-à-dire dans la majorité des cas, nous avons, c'est la catastrophe. Il faut le dire. Il ne faut pas se cacher la vérité. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, nous importons, nous stockons mal, nous distribuons mal et nous avons des ruptures de stock.
Alors, je prends un exemple tout simple, où quelqu'un, ou une formation sanitaire qui est au niveau périphérique, c'est-à-dire qui est dans un village ou dans un arrondissement, veut faire sa commande d'intrants. Il va commander ses médicaments. Il va commander en tenant compte de ce que des besoins de sa population. Mais non, il va commander en fonction de sa cagnotte. Et là, ça réduit déjà ses besoins, puisque nous sommes dans des pays à ressources limitées, nous n'avons pas beaucoup d'argent. Alors, nous avons une option de générique, et même malgré les génériques que nous utilisons, nous sommes toujours limités par nos ressources. Le peu de ressources que nous avons, nous n'arrivons pas à l'utiliser de façon efficiente pour le médicament. Aujourd'hui, nous avons des problèmes aussi bien dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire dans l'importation, dans la distribution, dans le stockage, mais aussi des problèmes au niveau des ressources humaines qui manipulent le médicament. Elles sont insuffisamment qualifiées pour manipuler le produit. Nous l'avons dit, docteur, en début d'émission, l'État est parfois appelé à intervenir pour mettre de l'ordre. Comment vous mesurez cette intervention de l'État dans la chaîne de valeur au niveau de la distribution des médicaments, de la disponibilité même de ces produits? Vous savez, dans nos pays, nous avons généralement au niveau du médicament deux secteurs, le secteur public et le secteur privé. Notamment le secteur privé qui s'occupe de tout ce qui est approvisionnement des officines de pharmacie et le secteur privé qui s'occupe de l'approvisionnement des formations sanitaires, généralement dit globalement comme ça. L'État intervient parce que l'État a à cœur de fournir des services de qualité aux populations. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nos populations sont à ressources limitées. Mais dans un contexte où vous ne produisez pas, où vous dépendez de l'extérieur, vos marges de manœuvre sont très faibles. Que pouvez-vous faire quand vous ne produisez pas? En dehors du fait que vous allez mettre en place un cadre réglementaire efficace, vous allez stimuler la concurrence au niveau interne, vous êtes très limité. Alors la meilleure solution que vous aurez, c'est de stimuler vous-même votre production locale ou une production sous-régionale. Parce que nous sommes des petits États à ressources limitées. C'est mieux que quand nous allons nous mettre ensemble, nous puissions vraiment essayer de produire. L'exemple du Maroc est là, qui aujourd'hui produit 60% de ses besoins en médicaments. Nous avons l'Afrique du Sud aussi. Nous avons le Rwanda qui a débuté cet exercice-là. Mais en dehors de ces pays-là, le reste des pays est généralement dépendant à 94%, 95%. Qu'est-ce qui arrive à marcher dans ces pays que vous venez de citer, qui se trouvent comme être des pays modèles, de bons élèves, et qui n'arrivent pas à l'être dans d'autres pays comme les nôtres, le Bénin, le Togo? Qu'est-ce qui se passe? Disons déjà qu'on va dire pays modèles, bon, c'est des pays qui ont réussi quand même à produire. Il faut dire qu'ils ont investi dans des secteurs clés. Il faut dire que le Maroc a déjà formé des hommes. Ils ont investi dans la recherche, développement des molécules. Ils ont stimulé l'environnement des affaires, ce qui fait que les grands groupes pharmaceutiques installés chez eux qui font de la distribution sont bien obligés maintenant de faire de la production locale. Ils ont quelque peu, à des niveaux donnés, interdit l'importation de spécialités qu'on puisse déjà produire au niveau du Maroc. Oui. Et en dehors de ça, ils ont boosté leur économie par la construction d'infrastructures routières, par la construction d'hôpitaux, par la formation de cadres. Ouais. Et dans ce temps, et tout ça, tous ces chaînons-là mis ensemble permettent aujourd'hui au Maroc de produire ces médicaments. De produire 60% de... Et je ne sais pas, vous allez en officine, vous voyez souvent, ils importent déjà en Afrique, ils importent en Afrique au sud du Sahara. Donc, c'est autant de méthodes qui ont été mises en œuvre dans des pays et que nous pouvons copier. Je dis toujours qu'il n'y a pas, nous n'avons plus rien à inventer. Il nous suffit juste de copier et d'adapter à notre contexte national. Et nous pouvons le faire aujourd'hui dans nos pays. Nous pouvons, à travers les grands groupes qui sont installés chez nous, ou bien à travers le regroupement national, créer un cadre légal, un cadre réglementaire efficace, basique au niveau de tous les États de la CEDEAO, et stimuler les grands groupes pour leur dire aujourd'hui, nous voudrions que vous produisiez peut-être 10-15% d'ici 5 ans. On fixe des niveaux de production avec la population ouest-africaine
Nous pensons que si 2 ou 3 grands groupes, et c'est déjà le cas, jusque nous ne le pressentons, nous ne le sentons pas. Et si nous stimulons cette production locale, nous pensons qu'au niveau de la sous-région, je parle toujours au niveau de la sous-région ouest-africaine, nous pouvons déjà arriver à couvrir environ 40 à 50% de nos besoins en médicaments. Et en attendant que cette industrie pharmaceutique se développe dans nos pays, dans nos sous-régions, nous dépendons encore de l'importation. Alors comment maîtriser cette importation pour qu'il n'y ait pas de déficit de l'offre, comme on le constate aujourd'hui? Déjà, comment maîtriser cette importation? Ou bien, comment stimuler cette importation? En fait, j'ai bien envie de dire. Je vous donne un peu plus, en gros, le circuit d'un médicament qu'on importe généralement. Généralement, nos centrales d'achat achètent au niveau de grands groupes internationaux, de grandes centrales, qui importent, si c'est pour les génériques, généralement de l'Inde, du Brésil, c'est-à-dire des pays du BRICS, et généralement pour les spécialités aussi d'Europe. Alors nous achetons au niveau de ces grands groupes internationaux-là. Et s'il y a des pathologies négligées, qui ne font pas l'objet de recherche et de production au niveau de ces pays-là, nous n'avons pas de médicaments. Autant dire que s'ils ne produisent pas pour ces pathologies négligées-là, nous ne pouvons pas soigner ces pathologies qui ne sont pas négligées chez nous, mais qui viennent. Puisque ces pathologies-là, c'est un exemple que je prends, ne représentent pas un intérêt. Est-ce que dans les faits aujourd'hui, il y a ces cas de pathologies négligées? Il y a beaucoup de cas. Il y a la maladie. Vous avez envie de donner quel exemple? Il y a la maladie du sommeil, il y a la maladie du Chagas. Et qui plus est, la dernière fois, je peux vous assurer que l'épidémie d'Ebola, vous avez vu comment est-ce qu'on a traité l'épidémie d'Ebola. Alors je peux vous assurer que si elle existait depuis 1976, et bien avant cela. Mais quand on a vu que le risque d'épidémie mondiale était là, vous avez vu la réaction des grands laboratoires. Quand ils ont vu que leur population, la population des pays développés était menacée, ils ont rapidement mis en bras la recherche et le développement, ils ont pu trouver des solutions. Ouais. Alors, c'est pour vous dire que dans un contexte où nos pays ne stimulent pas la recherche et le développement pour ces médicaments-là, nous serons toujours dépendants de l'extérieur. Il faut toujours former nos ressources humaines, non? Si vous ne formez pas vos ressources humaines par rapport à vos pathologies que vous avez, pour qu'elles puissent développer des médicaments ou bien des intrants par rapport à ces pathologies, vous serez toujours dépendants de l'extérieur. Bon, on ne va pas quand même dire qu'il n'y a pas assez ou il n'y a peut-être pas de ressources suffisantes. Vous en êtes des exemples. Quelle est votre marge de manœuvre, vous? Non, vous savez, marge de manœuvre, oui, nous sommes pharmaciens, oui. Bon. Alors, il y a plusieurs spécialités de pharmacie. Je ne vais pas aller en détail, mais ce qu'il faut retenir globalement de ça, c'est qu'il faut stimuler la concurrence si on veut faire une production locale. Il faut créer un environnement favorable aux affaires pour qu'on puisse venir s'installer chez vous et produire. Il faut assainir le cadre des affaires. Il faut un cadre légal et réglementaire. Il faut faire la lutte contre les faux médicaments. Ouais. Et maintenant, faire la recherche et le développement pour que vous-même, vos nationaux puissent apprendre. La Chine aujourd'hui, pendant longtemps, ils étaient consommateurs de médicaments aussi, d'Europe, de l'Occident. Mais aujourd'hui, après la formation de leur cadre, ils peuvent produire aussi. Donc nous aussi, nous allons commencer ainsi, c'est-à-dire on produit localement chez nous et nous apprenons et puis nous développons le groupe. Vous savez, la dernière fois j'étais dans un pays ouest-africain qui, comme je l'ai dit, est en plein boom, c'était au Ghana. J'ai pu visiter deux firmes pharmaceutiques qui ont été créées par des Ghanéens et qui produisent localement pour le marché ghanéen, pour le marché ouest-africain. Ça, c'est des exemples aujourd'hui. Nous avons aussi, je pense que nous avons un gros exemple au Togo, mais cela est insuffisant. Moi, je pense que pour des pathologies, pour de grosses pathologies, pour impacter vraiment la santé de nos populations, il est important qu'on puisse faire des actions sous-régionales. Et les pays francophones sont aujourd'hui à la traîne. Nos voisins anglophones, notamment le Nigeria et le Ghana, sont bien avant sur nous. Est-ce que, docteur, le secteur privé de l'industrie pharmaceutique serait-elle la meilleure alternative?
le secteur privé, déjà même au niveau du médicament, je peux vous assurer que la grosse marge, la grande majorité du flux de médicaments est géré par le secteur privé. Dans nos États, nous avons les agences nationales d'approvisionnement, nos centrales d'achat, qui généralement sont beaucoup plus spécialisées dans le générique. Et puis nous avons les sociétés privées qui sont généralement des démembrements de grands groupes internationaux qui sont là, qui font de l'importation, de la distribution. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de favoriser un climat des affaires. Un climat des affaires qui puisse faire, au lieu d'importer tout le temps, qui puisse produire localement, qui puissent consacrer un budget, une partie de leurs bénéfices à créer cette micro-industrie pharmaceutique-là. Docteur, nous allons voir ce que ça va impliquer dans la phase de faisabilité et seulement en deuxième partie de cette émission. Pour le moment, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.